L'essentiel, c'est l'actualité en direct sur France 24. Et on va plus loin à présent avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Afrique Magazine qui titre en une en ce mois de juin avec cette photo d'Emmanuel Macron et la France-Afrique. Paris cherche son cap. On verra s'il l'a trouvé, en tout cas auprès de ses partenaires du G7. Travail de longue haleine. Aujourd'hui à Évian dans les Alpes françaises. Face à vous, Antoine Mariotti, chroniqueur international ici à France 24. Bonsoir Antoine. Bonsoir Raphaël, bonsoir Ziad. Le programme prend du retard pour le dîner d'État donné en l'honneur de Donald Trump à Versailles. Le président américain vient tout juste, enfin c'était il y a une petite heure maintenant, de quitter les Alpes et Évian, où il a assisté aux côtés d'Emmanuel Macron au sommet du G7. Il retrouvera donc le président français dans la soirée tout près de Paris où nous attend James André. Puis les Bleus, eux, rassurent pour leur entrée en lice à la Coupe du Monde de foot. Victoire 3-1 face au Sénégal avec un Kylian Mbappé qui fait taire pour l'heure les critiques. C'est tout de suite, on va plus loin. Donald Trump dîne ce soir au château de Versailles. Le président américain est l'invité d'honneur d'Emmanuel Macron pour y célébrer les 250 ans de l'indépendance des États-Unis et le rôle joué par la France, alors qu'on attend toujours le président américain en route depuis le G7 d'Évian. Sur place à Versailles, on retrouve pour France 24 James André. James, on le sait, Donald Trump aime ce type d'occasion, les bâtiments de prestige. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle sans doute Emmanuel Macron a fixé le rendez-vous au terme du G7 pour être sûr que le président américain y assiste dans son intégralité. Quel va être le programme de cette soirée ? Voilà, absolument, comme vous le dites. Il avait quitté le G7 au Canada lors de la dernière édition avant la fin et justement c'était pour éviter ça. Oui, évidemment pour Donald Trump c'est un honneur que d'être invité. Il l'a dit lui-même d'ailleurs, il a dit j'accepte avec plaisir. Là-bas ce n'est pas de leur plaqué, c'est de leur véritable. Donc très clairement il est très touché par cette invitation et il a vraiment un programme tout à fait exceptionnel. D'abord il va y avoir une visite de la Galerie des Glaces, c'est le joyau du château de Versailles. Ensuite il va assister normalement, alors c'est vrai qu'il y a tellement de retard, on ne sait pas, mais à un concert à la Chapelle Royale. Ensuite, normalement, il doit visiter une galerie dans laquelle il y a une nouvelle exposition qui retrace notamment le rôle de la France dans l'indépendance américaine. Et oui, il faut le rappeler, Louis XVI avait reçu Benjamin Franklin ici même au château de Versailles. C'était en 1778 pour justement marquer l'appui de la France à l'indépendance américaine. Et puis donc après cette visite de cette exposition, eh bien, il va dîner dans la basse galerie ici à Versailles. Avant, normalement, il y a les grandes eaux nocturnes et puis un feu d'artifice de prévu. Mais une fois de plus, tout a pris tant et tant de retard. Normalement, le président américain devait arriver ici à 19h15. On connaît la patience limitée de Donald Trump. James André, ce n'est pas la première fois que la France utilise Versailles à des fins de promotion nationale. Oui, alors absolument. Donc, on peut citer notamment le quinquennat d'Emmanuel Macron, enfin les deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Il a reçu en 2017, ici même, Vladimir Poutine. On s'en souvient d'ailleurs, ça avait fait controverse. Il avait à ce moment-là envahi la Crimée, mais le président français s'était dit que le faire venir ici, eh bien justement, ça rappellerait tout le poids diplomatique de la France. Ensuite, il y a eu Charles II qui a été reçu ici en 2023. Si on remonte un petit peu dans le temps, pour ce qui est des présidents américains, ce qui va arriver à Donald Trump est quand même vraiment exceptionnel, puisque la dernière fois qu'il y a eu un dîner d'État ici à Versailles, eh bien c'était en 1961, c'était le général de Gaulle qui recevait le couple Kennedy. Il y a eu d'autres visites de présidents, il faut le savoir. Il y a notamment Richard Nixon qui a été reçu. Il y a également Jimmy Carter qui a été reçu, mais pas au château, au Grand Trianon, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, il y a eu des visites privées, notamment par Barack Obama ou encore Bill Clinton. Mais quand il s'agit de véritables dîners avec le chef de l'État français, ici même à Versailles, eh bien, il sera le deuxième président américain, du moins durant le 20e et 21e siècle, à avoir droit à cet honneur avec John Fitzgerald Kennedy. Donc oui, c'est un grand honneur. Évidemment, Emmanuel Macron le sait, ça va toucher le locataire de la Maison-Blanche. On sait notamment que Donald Trump s'est inspiré de Versailles pour son fameux salle de bal qu'il est en train de créer à la Maison-Blanche. On sait également qu'il s'est inspiré de l'architecture française, plutôt de Fontainebleau, mais quand il s'agit de Mar-a-Lago, avec aussi des influences de Versailles. Donc oui, Donald Trump est sensible à ce type d'architecture, sensible à ce type de pompe, et il est évidemment ravi, sans doute, d'être reçu ici à Versailles. D'ailleurs, il l'a dit, le président américain, en quittant sa conférence de presse, il a dit « Je vais sans doute rester un petit peu plus longtemps que prévu à Paris ».
Merci James André avec nous en direct de Versailles, de la pompe au cirage de pompe, comme le disait notre invité Romuald Siora il y a de ça une vingtaine de minutes. Il n'y a peut-être qu'un pas, on en fait trop pour Donald Trump, Ziad Limam. Oh, écoutez, je trouve que ce débat pas trop, Macron l'assume. Il dit le palais de Versailles, c'est un outil de diplomatie, donc on l'utilise. On l'utilise avec des gens qui, visiblement, aiment bien les dorures. Je trouve aussi, sans faire de la psychanalyse à 2 euros, que la France, vieux pays républicain, mais aussi vieux pays royaliste qui a coupé la tête à son roi, qui ressort en permanence le palais de Versailles comme un lieu, je trouve ça intéressant sur notre propre... inconscient. Notre psyché politico-symbolique. Je suis pas sûr aussi que Donald Trump soit aussi naïf et aussi ébahi que je l'entends. C'est-à-dire, ça le fait marrer, il est content qu'on lui donne de l'importance, il est content... je trouve que le programme a été calculé quand même pour quelqu'un d'un peu plus jeune, excusez-moi du terme, donc je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout de la soirée. Mais je pense qu'il y a un jeu un peu subtil, cynique, symbolique entre les deux, où chacun est tout à fait... personne n'est dupe du décorum, mais... Dans le contexte du 250e anniversaire des États-Unis, où la France a joué un rôle absolument essentiel, d'avoir ce petit moment un petit peu comme ça, un petit peu lumineux et brillant, pourquoi pas? Ce qui empêche aucun des problèmes, et peut-être qu'entre 2 coupes de champagne, ils parleront des problèmes. Mais bon, moi, ça ne me choque pas vraiment si ça sert à quelque chose. Emmanuel Macron lui dit en tout cas avoir toujours confiance en Donald Trump. Écoutez le président français. J'ai toujours eu confiance pour ma part dans le président Trump, parce que je lui ai toujours dit les choses. Quand nous avons des désaccords, nous les assumons. Mais quand il s'est engagé vis-à-vis de nous, il a toujours fait ce à quoi il s'engageait. Voilà, il a toujours fait ce à quoi il s'engageait, Donald Trump, assure Emmanuel Macron. Est-ce vraiment le cas? Jamais trahi par Donald Trump, Emmanuel Macron? Antoine Mariotti? En tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'a jamais été attaqué par Donald Trump, clairement, parce qu'il a été à plusieurs reprises. Cela dit, je suis incapable de citer quelqu'un qui n'a pas été déjà attaqué par Donald Trump, y compris Benjamin Netanyahou, par exemple. Il avait même dit chez nos confrères de TF1 avant-hier, heureusement que je ne suis pas rancunier s'agissant de Donald Trump, Emmanuel Macron. Vis-à-vis de Trump, et pas que de lui d'ailleurs, dans cette interview. Mais en tout cas, non, bon, il n'est pas rancunier, ça c'est sûr, et on en revient à Versailles, qui est utilisé alors à dose homéopathique, un peu moins homéopathique sous Emmanuel Macron. Il a décidé d'en faire en effet un outil diplomatique et il l'a rejustifié comme ça tout à l'heure. Mais quand il y a besoin finalement de marquer le coup. C'était le cas avec Vladimir Poutine dès qu'il venait d'arriver à l'Élysée, Emmanuel Macron, lors de son premier mandat, pour essayer de relancer une relation avec les Russes qui a été un peu... Ça n'a pas porté chance. Non, pas vraiment. Mais comme il le dit, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Mais enfin, si vous n'essayez pas, ça risque pas de fonctionner. Bon, là-dessus, on ne peut pas lui donner complètement tort. Et sur Donald Trump, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, ça revient, je réponds en même temps à votre première question, sur est-ce qu'on en fait trop ? C'est une question de stratégie là pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'était aussi Versailles pour s'assurer, ça faisait partie des 2 arguments, pour s'assurer que, contrairement à l'année dernière, Donald Trump, au bout de 24 heures, ne se dise pas « Allez, merci messieurs, dames, me suis bien amusé, maintenant je rentre chez moi, j'en ai marre ». Donc la première des choses, c'est qu'il a dit on ne parle pas de réchauffement climatique pendant le G7. C'est quand même un problème en 2026 de ne pas parler de réchauffement climatique quand on a les principales puissances mondiales plus les puissances invitées. Donc ça, c'est quand même un peu discutable. Mais ce qui permettait, d'une part, de le garder à bord, d'autre part, de parler de l'Ukraine, qui était la priorité d'Emmanuel Macron pour s'assurer qu'elle ne soit pas lâchée par les États-Unis. Et ça, c'est plutôt une réussite. Et puis, en même temps, il se dit, si on met Versailles en bout de course, moi, je pense qu'il aime quand même ce clinquant. Très clairement, il le dit, même aux toilettes de la Maison-Blanche. C'est pas du plaqué or. Il a dit ce matin, ça c'est the real thing, the real deal. La différence sans doute de tout ce qu'il a fait à la Maison-Blanche, avec de l'or partout, même aux toilettes, ça devient un petit peu ridicule. Donc, c'est quelque chose dont il a envie. Voilà, the real thing, c'est du lourd, comme on l'a traduit en français. Donc, c'était important aussi pour lui, pour le garder. Maintenant, on n'est pas allé jusqu'à mettre un octogone dans la cour de Versailles. Toujours est-il que Donald Trump aura animé par sa seule présence ce G7. Comme à chacune de ses apparitions, on aura guetté les humeurs du président américain, chacune de ses mimiques, à l'image de cette arrivée facétieuse et un brin provocante lorsqu'il s'est présenté avec 1 heure de retard à la réunion du matin avec ses partenaires. Hello, I'm the boss.
Voilà, I'm the boss. Voilà ce que dit Donald Trump, ça donne le ton. Alors on ne sait si les rires autour de la table étaient des rires de bon cœur ou si l'on riait jaune, hein, Ziad Limam. Non, mais on est de bon cœur et on est jaune. C'est la politique. C'était intéressant de regarder les postures physiques aussi. Tout le monde essaye d'être dans son champ de vision, tout le monde essaye de le saluer, tout le monde essaye d'être pas loin. Il y a eu des images plus contrastées. Par exemple, il y a une séquence avec Giorgia Meloni où on a l'impression qu'elle l'engueule, oui, avec quelque chose d'assez tonique. Alors, ça se peut, il parlait totalement d'autre chose. Oui. Et puis, il y a un président français qui, lui, a l'air de nager comme un poisson dans son bocal, les mains un peu dans la poche comme il fait, la poignée de main assez relaxe, parle avec tout le monde. Donc, il y avait un moment français, il y a un moment I am the boss. Après, je pense encore une fois que les gens, tout en faisant allégeance, ne sont pas dupes. Et que chacun calcule ses intérêts, parce que c'est la réalité de ces G7, probablement dans la préparation du G7, on s'est dit la vraie difficulté, c'est de ne pas qu'ils partent et qu'ils claquent la porte, donc on va éliminer un des sujets qui est ingérable pour les Américains, c'est le changement climatique, mais on va privilégier la question ukrainienne parce que Zelensky vient et visiblement il s'est passé peut-être quelque chose, on ne sait pas trop exactement, il s'est passé quelque chose. Donc nous Français, on a la question ukrainienne qui est très importante, on a aussi du bilatéral en ce moment qui est un petit peu compliqué parce qu'on est menacé de nouveau de droits de douane, on ne sait pas très bon, voilà, il y a une espèce de moment comme ça. Donc je pense que les G7, c'est toujours le même cirque. Et il faut donner cette image qu'on est un club jusqu'au bout, qu'on comprend les affaires du monde. Moi, j'ai un vrai souci sur la représentation aussi, mais bon, c'est pas le cas de l'émission de ce soir d'en parler. Mais bon, ce G7, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Alors, Narendra Modi a été convié. Oui, mais ils sont invités. Les pays du Golfe. Les Sud-Africains n'ont pas été invités parce que Donald Trump en a fait un casus belli. Mais pourquoi, encore une fois, sur un plan purement structurant, pourquoi les Chinois sont pas là ? Pourquoi même la Russie agressive et violente, je veux dire, on boit pas un verre. Enfin, je veux dire, l'ennemi fait partie de la discussion. Ils ont leur sommet, celui des BRICS. Oui, mais qui est l'anti-G7, justement. C'est juste cette histoire de G7, cette connexion avec le G20 que je trouve aussi complexe, qui pose la question, malgré tout, il a raison de dire I am the boss, mais il est le boss d'un monde fragmenté où il y a beaucoup de puissances intermédiaires et c'est pas si simple d'être the boss. D'ailleurs, on le voit tous les jours sur tous les dossiers sur lesquels il est. En tout cas, sur le fond, le fait de maintenir la présence de Donald Trump jusqu'au bout a permis à Emmanuel Macron de vanter l'unanimité des positions entre alliés occidentaux qui ont donc tous signé de concert les communiqués finaux. Écoutez. Il n'a échappé à personne que ce G7 se tenait dans un contexte extrêmement difficile, de fragmentation du monde, de crises multiples, de conflits. Ce G7 a permis, et c'est ce qui constitue pour un tel sommet un élément de son succès, et donc c'est pourquoi je peux vous dire que ce G7 est objectivement un succès, c'est qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité et de vraie coopération entre les dirigeants qui se retrouvaient ici. Ce sommet, en effet, nous a permis de nous coordonner de manière très étroite pour répondre aux crises et de travailler aux grands défis de notre temps. Voilà, conclusion, 9 déclarations conjointes adoptées à l'unanimité sur des sujets aussi divers que les minerais critiques, la lutte contre le narcotrafic, la protection des mineurs en ligne. Et puis, il y a aussi tout de même cette concession américaine qui semble vouloir imposer à nouveau des sanctions sur le pétrole russe. C'est ça le vrai acquis de ce sommet. On peut parler d'un succès de ce G7, Antoine Mariotti ? Alors en tout cas, et Donald Trump et Emmanuel Macron parlent d'un succès total. Bon, après, il y a toujours leur partie communication, évidemment, on n'est pas dupe. Mais sur l'Ukraine, c'est pas inintéressant. C'est-à-dire que Emmanuel Macron nous dit dans sa longue conférence de presse tout à l'heure qu'il y a eu un véritable tournant pour lui. C'est que dans cette déclaration finale, il dit on ne parle plus de discussion entre la Russie et l'Ukraine. Parce qu'on a acté le fait, et Donald Trump compris, qu'en fait, Vladimir Poutine ne voulait pas vraiment négocier. Alors, bon... On peut en discuter, parce que Donald Trump, derrière, dit oui, bon, on va y arriver, je vais parler encore à Vladimir Poutine, ils veulent concrètement, ni Zelensky ni Poutine, ils veulent en terminer, mais ils ne savent pas comment faire, autrement dit, j'arrive et je vais m'en occuper, sauf que ça fait 1 an et demi qu'il est arrivé et qu'il n'y arrive toujours pas à s'en occuper. Donc bon, mais en tout cas, très clairement,
Il y a un espèce de petit momentum ukrainien, on en parlait hier. Il y a un Donald Trump qui n'a pas lâché l'Ukraine, ce qui était un des véritables enjeux du G7, qui a accepté de signer un soutien qui inclut notamment le fait d'accentuer le soutien militaire à l'Ukraine, notamment tout ce qui est défense aérienne, sur un soutien aussi sans engagement sur les patriotes. Non, bien sûr, mais déjà qu'ils signent ça, c'était pas gagné, ça n'a pas été le cas l'année dernière, par exemple. Donc malheureusement, c'est la politique des petits pas, mais au moins, tant qu'ils ne les lâchent pas, déjà, c'est une victoire. Et déjà, il y a quelque chose qui permet d'avancer un petit peu sur le fait aussi, dans le soutien, de faire face pour l'Ukraine au prochain hiver, et notamment sur l'aide pour les infrastructures énergétiques qui sont chaque année lourdement frappées par la Russie. Ziad Limam, c'est parce que Donald Trump n'aime rien tant que la victoire et donc déteste les losers, que là, on sent le vent tourner en Ukraine et donc on n'est plus tellement pressé finalement de négocier avec Vladimir Poutine. C'est le sentiment qui ressort de ce G7 ? Non, je ne sais pas si c'est Macron qui l'a dit. Il a dit, en gros, en résumé, ils devaient perdre, ils ne perdent pas. Et donc c'est une réalité que nous, Européens, dont on a conscience, qu'on a soutenu. Mais je vous le dis à vous, Américains, la défaite de l'Ukraine n'est pas dans les cartes maintenant. Et peut-être... Il a dit précisément, pardon de couper, que justement certains, en pensant aux États-Unis, pensaient que l'Ukraine allait se faire écraser il y a un an et qu'en fait ils ont beaucoup mieux résisté que prévu et qu'aujourd'hui c'est la Russie qui recule. Et que exactement, beaucoup mieux traduit par... Précision. Journaliste professionnel de France 24 qui m'a pensé à moi. Mais c'est exactement ça. Et je pense que les Américains, la réunion en Alaska, ils ont dans la tête que tout ça va être balayé, qu'ils vont faire un deal avec Vladimir et que l'Ukraine passera par perte et profit. Et la réalité, encore je reviens sur I am the boss, c'est pas parce que tu es the boss que la réalité ne s'impose pas à toi. Et la réalité en Ukraine aujourd'hui, c'est que l'Ukraine a réussi à résister, à se défendre, à créer une industrie d'armement qui peut taper maintenant en profondeur dans le territoire russe, que les Russes vivent la guerre aujourd'hui dans leur quotidien, que ça change le rapport entre le régime Poutine et les Russes, et y compris même dans l'élite russe. Donc ça bouge. Et Trump, il est tout seul, mais pas tout seul. Il y a quand même un département d'État, il y a un département de la défense, il y a le système d'intelligence américain qui doivent lui dire c'est pas si simple. Et il faudrait peut-être revenir à une position américaine plus engagée sur ce dossier. Mais Trump, lui, son problème, c'est l'accord de paix Iran de vendredi, demain. Après-demain. Après-demain, en Suisse. C'est un discours encore un peu incohérent. Un jour, c'est la paix, un jour, je vous tape dessus. C'est sa discussion avec les Israéliens. Donc ça l'occupe beaucoup. Et ça occupe beaucoup son entourage. Donc peut-être aussi parce qu'il est occupé qu'on a réussi à passer le dossier ukrainien entre les piles. Cette discussion avec les Israéliens, justement, on va en parler parce que Donald Trump l'a évoqué aujourd'hui. Il pense pouvoir faire avaler cet accord sur l'Iran avec Benyamin Netanyahou, un accord qui comprend notamment un cessez-le-feu sur le Liban. En tout cas, c'est ainsi que le comprennent les Iraniens eux-mêmes. Écoutez Donald Trump. Pour être tout à fait juste envers Bibi Netanyahou, qui se trouve être un homme bien, il s'emporte parfois un peu. Mais c'est vraiment un homme bien. Nous avons un partenariat formidable. C'est un Premier ministre exceptionnel. Nous avons un petit différend concernant le Liban. Je lui ai dit, il faudrait y aller un peu plus doucement, Benjamin. Pas besoin de raser un immeuble à chaque fois que quelqu'un du Hezbollah y entre. Oui, alors Antoine Mariotti, le doute s'épaissit à mesure qu'on s'approche de cette cérémonie de signature officielle du protocole d'accord vendredi entre l'Iran et les États-Unis. D'abord largement dissimulé côté américain, les clauses commencent à fuiter. Ce qu'on en sait, si l'on en croit en tout cas, la version qu'a mis en ligne Bloomberg aujourd'hui, c'est 14 points. Ça laisse quand même présager de très larges concessions par Donald Trump pour prix de cet accord. Oui, I am the boss, mais je n'arrive pas à faire plier l'Iran. Je n'arrive pas à avoir même le minimum. Et il a beau nous dire aujourd'hui, cet accord, vous allez l'appeler l'accord Trump d'ailleurs, et c'est bien mieux que l'accord Obama, qui est en fait l'accord du JCPO de 2015. Sauf qu'en 2015, il y avait beaucoup plus de clauses qu'il y en a là. Oui, c'est à des années-lumière. Et pour l'avoir suivi en détail, je peux vous garantir que ça n'a rien à voir. Donc là, pour l'instant, c'est une coquille à peu près vide, sur laquelle l'Iran peut en effet s'enorgueillir d'une victoire diplomatique claire. Et à défaut d'avoir gagné militairement, en tout cas, ils ont tenu militairement, un peu à l'image du
du Hezbollah, qui finalement, certes, ne peut pas l'emporter contre Israël ou les États-Unis, mais arrive à tenir et à survivre contrairement aux accusations. Donc le boss, voilà, et le boss, il n'arrive pas non plus à convaincre Benjamin Netanyahou qu'il faut complètement arrêter avec le Liban. Et là, il manie la carotte et le bâton avec Netanyahou. Il lui dit des choses assez gentilles et en même temps, il n'a pas arrêté de lancer des pics parce que Netanyahou voulait poursuivre la guerre en Iran et il a dit aujourd'hui dans sa conférence de presse Donald Trump, ceux qui veulent continuer ce conflit sont stupides, je le cite, et il est revenu très longuement, très bizarrement d'ailleurs, à 7 ou 8 reprises sur la mort de Soleimani, le général iranien qui son premier acte de bravoure à Donald Trump vis-à-vis dans d'Iran. toute la région. En janvier 2020, Trump, c'était son premier mandat. C'était une opération américano-israélienne. Les Israéliens l'ont lâché à 24 heures de l'opération. Il a dit j'y vais quand même. Et il a beaucoup reproché à Netanyahou. Et dans son entre-deux mandats, j'arrive plus à parler, il avait beaucoup taclé Netanyahou. Donc c'était aussi des attaques contre lui. Alors, avec le recul, et s'il s'avère que ce plan que nous montre Bloomberg est exact, il a raison de venir en héros à ce G7, Donald Trump. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une énorme déconvenue qui va se payer aux États-Unis? Parce qu'on le sait, y compris dans le camp républicain, on est très atterré par ce qu'on sait de ce plan. Mais encore une fois, ça supposerait que Trump fonctionne comme la majorité des hommes politiques, ce qui n'est pas le cas. Il y a une expression en anglais, c'est « cut the losses », qui est un truc très américain. Il faut couper la perte, il faut couper le bras. Alors, un truc de financier, quoi. Cette guerre lui pose que des problèmes. Le prix du baril, l'essence à la pompe, les Américains qui sont dans autre chose commencent à être un peu dans la Coupe du Monde, dans l'anniversaire. Il y a des élections de midterm. Il faut qu'il se débarrasse de ça. Et je pense aussi, comme disait Antoine, qu'il y a un vieux fond avec Israël sur la question. Parce que qui l'emmène à la guerre? Qui lui dit c'est en 15 minutes et c'est réglé, on va décapiter le régime et la foule va prendre... lui et son appareil autour de lui, plus ou moins, ont été entraînés dans cette guerre. Donc il veut en sortir. Et tout son problème maintenant, c'est de dire « I am the boss, j'ai gagné ». Et vous verrez que j'ai gagné. Et moi, je pense aussi que dans sa tête, loin, loin, quelque part, il se dit c'est peut-être aussi de ramener l'Iran dans le camp. Abraham plus... les pays du Golfe, les Iraniens, on retrouve un peu le monde des années 70 où tout le monde faisait du business. Il y a quelque chose qui ressemble à ça, de recréer quelque chose de stratégique. Ils vont parler business très vite si ça avance. Il va y avoir des avions, il va y avoir de l'argent. Les Qataris et les Émiratis ont mis de l'argent. Donc on est déjà passé dans quelque chose de différent, mais c'est tellement fragile et il y a tellement de méfiance et de détestation réciproque aussi que ça peut lâcher à n'importe quel moment. Il est temps de parler football à présent avec des Bleus en majesté au Mondial à New York hier. Pour leur entrée dans la compétition, les hommes de Didier Deschamps ont aisément disposé des Sénégalais, pourtant co-champions d'Afrique. Après C'est pas mal co-champion d'Afrique. On essaie de trouver la bonne formule pour ne froisser personne. Après une première mi-temps tendue et frustrante pour les supporters français, Kylian Mbappé a offert le but de la délivrance, suivi d'un deuxième de Barcola, avant que l'attaquant tricolore ne triple la mise dans les arrêts de jeu. Score final 3-1. De quoi faire taire les critiques, Antoine Mariotti? En tout cas, j'espère qu'on sera champion du monde et pas co-champion du monde. Ça, c'est la première chose. De quoi faire taire les critiques? Oui, c'est assez amusant de voir le bal des hypocrites qui retournent leur veste au moindre but et qui ont beaucoup taclé Kylian Mbappé ces derniers mois pour s'en réjouir et en faire une idole absolue dès qu'il marque 2 buts. Je pense qu'on a une chance incroyable en France, c'est d'avoir ce talent qu'on a une fois par génération et c'est une chance incroyable. Il faut s'en réjouir. Il a encore montré une nouvelle fois hier, à 27 ans à peine, je le rappelle, quand même 3e Coupe du Monde, qu'il devient le meilleur marqueur de toute l'histoire des Bleus, qu'il a dépassé Juste Fontaine. Alors, même ceux de ma génération ont oublié, il se trouve que moi non. Qui était quand même le recordman en France de nombre de buts en une seule Coupe du Monde, enfin, de toute nationalité confondue d'ailleurs. Donc, c'est quand même absolument colossal ce que fait Kylian Mbappé. On peut aimer le personnage ou pas, on peut aimer son jeu ou pas. Il est dur de dire que c'est pas un des tout meilleurs joueurs du monde, qu'on a une chance incroyable en France de l'avoir. Donc, ça va faire taire un petit peu les critiques. S'il devient champion du monde et qu'il fait une superbe Coupe du Monde, vous verrez qu'on ne parlera que de ça. Si la France ne gagne pas et qu'il a le malheur de louper un penalty ou autre, eh bien les foudres médiatiques et des réseaux sociaux s'abattront sur eux. C'est tragiquement assez classique. Trop perso Kylian Mbappé ou pas, Ziad Limam? Non, c'est un personnage complexe. C'est-à-dire que
quand il est dans les clous, on l'aime bien. Quand il est au PSG, on l'aime bien. Quand il quitte pour aller vers le Real, déjà, ça se complique. Il perd le peuple de Paris parce que le transfert au Real est très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui viennent de cet incident, de cette rupture-là, de ce désamour qui s'est créé à ce moment-là. Et puis, vous savez, en France, on aime bien les bons, mais quand ils sont très bons, ça nous énerve aussi un peu. Alors, on est dans une espèce d'ambiguïté. Mais bon... Moi, je suis un peu d'accord avec Antoine. Tout ça, c'est le premier match. Ce qui pèse sur la France, c'est énorme comme pression, parce qu'en gros, c'est le numéro 1 avec les Argentins et peut-être les Espagnols, mais qui n'ont pas fait grand-chose pour le moment. Donc une Coupe du Monde, ça se joue sur un... Ils ont déjà conjuré le spectre de 2002, de la défaite d'entrée face au même Sénégalais. Exactement, ils sont champions. Ouais. Mais bon, c'est une Coupe du Monde sur un mois et quelques. Donc ça, je pense que c'est important. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'encore une fois, et je vois que l'heure tourne, c'est une Coupe du Monde un peu atypique, où en fait il y a la moitié de la Coupe du Monde qui a des supporters et l'autre moitié de la Coupe du Monde qui n'a pas de supporters. À l'image des Sénégalais absents hier. Et puis alors, ce qui est très amusant, c'est que la FIFA fait faire des gros plans. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gros plans sur les Sénégalais, sur les Congolais, sur les Algériens, sur les Marocains. Alors, il y a quatre types qui sont là avec leur drapeau. On a l'impression qu'ils sont 150 000. Ça donne cette sensation. Mais la réalité, c'est que les États-Unis, au lieu d'ouvrir, au lieu de faire un geste en disant c'est une Coupe du Monde, que les Russes, 2018, il n'y avait pas besoin de visa, les Qataris, tous les pays qui ont organisé la Coupe du Monde ont fait ce geste d'ouverture. Et les Américains font un geste de fermeture. Et je trouve ça, le pays fermé, barricadé, sauf pour les, excusez-moi du terme, les supporters blancs et apparentés, ou les Abraham. Et même ceux qui sont acceptés, les Ivoiriens, ils peuvent sortir une fois du territoire, ils ne peuvent pas y rentrer. C'est-à-dire que vous suivez l'équipe, vous ne pouvez pas revenir aux États-Unis. Enfin bref. Non, je trouve ça très, très intéressant sur l'Amérique d'aujourd'hui, c'est-à-dire elle reste dans son coffre-fort et je prends que les gens qui m'intéressent et les autres ne m'intéressent pas. Et on va voir, parce qu'il y a le foot aussi, donc on va voir ce qui va se passer avec l'Iran. On n'a pas beaucoup parlé de l'Iran dans cette Coupe du Monde, qui est soumis à un régime absolument invraisemblable, hors cadre FIFA. Donc je trouve ça dommage, parce qu'il y a aussi du beau foot, il y a aussi des belles choses. Mbappé hier, il y a aussi des Cap-Verdiens qui font une espèce de résistance incroyable contre un des favoris. Il se passe des choses dans le foot. Oui. On est obligé de s'arrêter là. Et on voit qu'en termes de soft power, en tout cas pour l'instant, c'est pas forcément une réussite cette Coupe du Monde pour les États-Unis. Alors ça, j'avoue que soit ils ont beaucoup d'argent aux États-Unis, ce qui est possible aussi, vu les prix, mais ils sont pleins. Mais pas des supporters ni français ni sénégalais. Il y a été 5 000 Français sur 80 000 spectateurs et quasiment aucun Sénégalais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ziad Limam, Antoine Mariotti. On se retrouve dans un instant, nous, pour la suite, bien sûr, de l'essentiel avec ce château de Versailles qui se prépare à accueillir Donald Trump avec plus d'1 heure et demie de retard sur le programme.